La Tanzanie abrite encore de vastes espaces sauvages, peuplés d'animaux qui ont quasiment disparu ailleurs. Je vais traverser ces grandes savanes pour rejoindre les rives du lac Tanganyika, car au-delà de ces plaines se cachent les derniers représentants d'une espèce terriblement menacée, les chimpanzés. Je m'appelle Olivier Wallet. Ces 15 dernières années, en Namibie, j'ai vécu avec des guépards et côtoyé les plus grands félins d'Afrique. J'ai décidé de partir à la recherche des animaux sauvages vivant encore en totale liberté. Mais pour rejoindre leur dernier paradis, il faut désormais s'aventurer dans les régions les plus reculées de la planète, loin des hommes. Il m'a fallu plus d'une journée et demie de marche pour atteindre les sommets de ce géant. Je suis sur les flancs du mont Meru, en Tanzanie. Cet ancien volcan culmine à 4565 mètres. Et même si l'on est seulement à 300 km de l'équateur, je peux vous dire que dans ce décor lunaire, le froid peut être saisissant. Ce proche voisin du Kilimandjaro est mon point de départ pour partir sur les traces des tout derniers chimpanzés. À mes pieds, le berceau de l'humanité, la grande vallée du Rift qui s'étire sur 6000 km, de la mer Rouge jusqu'au Mozambique. C'est ici que notre lignée se serait séparée de celle des grands singes africains il y a environ 9 millions d'années. Ici, en Tanzanie, je pars à la rencontre de nos proches cousins, les chimpanzés. Ils ont été chassés, exterminés, et les derniers rescapés ont trouvé refuge sur les rives du lac Tanganyika, à l'ouest du pays. Leur sanctuaire est protégé par une jungle difficilement accessible et encore préservée de l'assaut des hommes. Descendre du mont Meru, c'est un peu comme faire un voyage à travers le temps et remonter aux origines de la Terre, au moment où le minéral a cédé sa place au végétal. À partir de 3000 mètres, j'atteins l'étrange forêt pluviale. Un milieu frais et très humide colonisé par les lichens et les fougères. Les conditions sont plutôt rudes et pourtant quelques animaux s'en accommodent. Des colobes. Ce sont des colobes guéreza. Cette espèce a failli disparaître au siècle dernier à cause de sa fourrure très à la mode à l'époque. Aujourd'hui, ils sont protégés et ont plus à craindre des léopards et des grands rapaces que des hommes. C'est inhabituel de rencontrer des singes à 3000 mètres d'altitude. Mais cette espèce est l'une des rares aussi bien adaptées au climat des montagnes qu'à celui du bord de mer. Les colobes sont peu exigeants.
Ils s'adaptent à tous les types de forêts. Ils vivent en famille, avec un mâle dominant, plusieurs femelles et leurs petits. Quand ces jeunes mâles auront atteint la maturité sexuelle, ils seront priés de déguerpir pour créer leur propre clan. Mon premier singe. C'est de bon augure pour la suite de ce périple. Ma quête va m'entraîner loin du mont Meru, direction le lac Manyara, puis la réserve nationale de Tarangire, où vivent les animaux de la savane, avant d'atteindre les montagnes de Gombe, le pays des chimpanzés. Je laisse derrière moi ce volcan pour traverser la plaine d'Arusha et ses petits lacs, et profiter au maximum du spectacle de la nature. Ici vit une des dernières populations de flamants roses nains. Je n'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que je fasse un petit tour de canoë. En réalité, il n'y a pas d'autre moyen pour tenter d'approcher les flamants nains. Comme la majeure partie des lacs de la région, celui-ci renferme un secret. Ses eaux sont très alcalines et favorisent la prolifération de minuscules algues de couleur rose. On dit même que c'est ce qui donnerait la couleur aux flamands, car elles constituent la majeure partie de leur alimentation. Les flamants nains aux yeux rouges ne fréquentent que les lacs salés des zones volcaniques, là où le ruissellement des eaux de pluie achemine les différents minéraux contenus dans la lave. Ces drôles d'oiseaux passent leur temps la tête à l'envers pour se nourrir. Véritables machines à filtrer, leur bec muni de fines lamelles tamise les micro-organismes. Leur langue agit alors comme un piston pour rejeter l'eau hors du bec et pousser la nourriture vers l'estomac. Il est 18 h, le soleil ne va pas tarder à se coucher. J'ai choisi de passer la nuit sur les rives asséchées du lac Manyara. Les lions et les léopards ne s'aventurent pas dans ces étendues dépourvues de végétation. Elles ne leur offrent aucune cachette ou possibilité d'affût. A priori, ici je ne risque rien. J'ai mis le cap au sud, tôt ce matin. Je poursuis mon chemin sur cette terre où des animaux vivent libres en n'oubliant pas qu'il faut ouvrir l'œil. Alors ça, c'est pas banal. Un lion dans un arbre. Être en hauteur lui permet d'échapper aux mouches tsetse qui sont partout ici, d'avoir un peu plus d'air frais et de pouvoir jeter un œil sur une proie éventuelle qui passerait par là. Ah, lui, il a tout compris. C'est le moment de bouger, je n'ai pas très envie de lui servir de prochain repas. Je ne dois pas me méfier uniquement des félins. Les babouins, eux aussi, peuvent être redoutables. J'ai décidé de m'enfoncer dans cette région isolée pour rencontrer les Hadzabe,
les descendants des premiers habitants connus de Tanzanie. Ce peuple discret vit toujours sans calendrier, sans bétail ni culture, mais il maîtrise mieux que quiconque les secrets de la vie dans la nature. Ils se sont plus ou moins sédentarisés dans les environs du lac Eyasi. Je suis sur le territoire des Hadzabe. C'est l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs d'Afrique. Ils se déplacent en fonction de leurs besoins en nourriture et ont acquis une connaissance unique de cette région. Les Hadzabe pratiquent une langue complexe ponctuée de clics, comme celle des San de Namibie ou du Botswana. Nkana, Nkana. Amayiga, amayiga. Eno olive, olive. Nkana. On dirait que c'est l'heure du déjeuner. Il y a un petit peu de viande en train de cuire. J'ai pas l'air de les intriguer plus que ça, apparemment. Ils sont totalement en harmonie dans leur élément. C'est moi qui me sens un petit peu décalé, en fait. C'est évidemment un peuple de chasseurs. Ils sont tous couverts de peau. Alors évidemment, je comprends que c'est du singe. Yeah. Apparemment, il cherche la partie qu'il préfère le plus, probablement la cervelle. C'est plutôt bon. Je vais boire un petit coup d'eau pour faire passer ce goût de cervelle. ATB, only ATB. ATB, Nubea. 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 Thank you. J'imagine que ça veut dire merci. Ono, Oliver. Oliver. Ono, Oliver. Oliver. Akwaza. Oli. Oliver. 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 Te. Ono. On a. On a. On a. On a. Hamana. On a. Hein? On a. Ah, hamana. On a. C'est pas simple du tout. On a. Hamana, ba hamana. J'ai un problème de. On a. On a. On a. On a. On a. Donc ça, c'était son prénom. Il a trouvé le mien plutôt difficile à dire. Je trouve que le sien est complètement imprononçable. Mais j'ai réussi. On a. Évidemment, c'est d'une simplicité incroyable. Le nom est quelque chose qui représente notre identité. Et prononcer le nom de quelqu'un correctement et déjà le connaître un petit peu. Le b.a.-ba de la survie dans la brousse, faire son feu, sans allumette, sans briquet. J'ai toujours été fasciné par ça. Alors la technique est d'utiliser un bois dur sur un bois tendre. Et après un petit moment, tout ça s'échauffe et finit par faire une étincelle.
Wow. Alors en général je filme pas, mais par respect, je vais essayer quand même. Ah oui, en effet, je comprends pourquoi il tousse. Alors pour l'instant, j'ai vu aucune femme. Je pense que les femmes et les hommes ne se mélangent pas. Il doit y avoir des rôles différents dans la famille et dans le groupe. Par logique, je dirais que les hommes sont les chasseurs et les femmes s'occupent des enfants, de la cueillette. Et il y a des choses qu'on fait entre hommes et des choses qu'on fait entre femmes. Je suppose que c'est du babouin, du singe. Voilà, c'est plutôt clair. Il est évident qu'il parle d'un singe. En fait, il me racontait, j'imagine, un peu sa chasse. Et qu'il a fini par réussir à le tuer. Et maintenant, on est en train de le déguster. Ça a un aspect un petit peu repoussant, mais le goût est excellent. Très très bonne viande, très bien cuite. Ça a un goût de porc, en fait. C'est le déjeuner le plus sauvage que j'ai jamais fait encore. Le défi est lancé, donc à moi de leur montrer. Savoir faire son feu, c'est pouvoir vivre n'importe où, se réchauffer, cuire, fumer. Donc, c'est la base de la vie du bushman, des gens qui vivent en brousse. Je sais pas si c'est ce qu'ils mettent dans leur pipe, mais ça a un effet un peu anesthésiant. Le soleil vient à peine de se lever et c'est ma première chasse avec les Hadzabe. Chez les peuples nomades, on ne fait pas de réserve de nourriture. Tous les jours, on part la chercher. Une mission vitale, carrément ancestrale. Ça commence avant le lever du jour. Et on sent que la tension monte. Ils ont tous vêtu leur apparat, leur peau de babouin. Tout le monde est prêt. Moi aussi, d'ailleurs. Là, on vient
de s'arrêter pour scruter l'arbre au fond là-bas, probablement en recherche de babouins. Apparemment, leur méthode de chasse est vraiment de tirer sur un peu tout ce qui bouge. Là, pour l'instant, on est après des oiseaux, aussi petits, gros, peu importe. Même pendant la chasse, lorsqu'on peut trouver un arbre avec des fruits, eh ben, on s'en sert, on en prend quelques-uns, un peu d'énergie pour repartir après. Vraiment, la nature est dotée de plein de choses, tout ce dont on a besoin. Nubea. C'est super amer. Mais bon, j'imagine que faut pas trop faire le difficile quand on est en brousse. Ndo wapi ba? Ndo wapi? Ndo ape. Ndo wapi? Vefe aubia ku ngata ba. Écoute. Vefe ubia. Aya ngata vefe. Ndo wapi? En fait, je viens de comprendre. Il faut juste enlever la peau. C'est ça qui est très amer. En fait, c'est plutôt sucré et plein d'énergie. Ça y est, ils viennent de toucher un petit bush baby, un animal extrêmement mignon. C'est toujours un peu triste de voir ça. Finalement, avec le respect et la libye tout naturelle de devoir survivre et manger, la chasse a du sens. Voilà, c'est incroyable le sentiment de trouver sa nourriture dans la brousse. C'est comme de faire son feu tout seul, un sentiment de liberté, d'autonomie. Alors je pensais qu'on devait les cuire ces patates, mais apparemment on peut aussi les manger crues. D'accord. Comme toujours, le partage. Alors en plus d'être très bon, c'est plein d'eau, ça permet de se réhydrater. Ce tronc est rempli de miel, rempli d'abeilles aussi. Donc l'idée, c'est d'enfumer le pied de l'arbre et de rester derrière le feu. Donc je vais me décaler pour pouvoir être protégé et ne pas me faire piquer. Nubea. C'est le miel le plus pur que j'ai jamais mangé. Vraiment excellent. Jamais j'aurais pensé trouver un tel délice ici. Alors quand la chasse n'est pas fructueuse, il reste toujours le miel
qui finalement redonne le sourire et permet d'oublier tous ces efforts. Et avant de partir, ils rebouchent le trou qu'ils ont fait. Ça, c'est l'harmonie. C'est vraiment le respect de la nature. Cet Éden sauvage est malheureusement menacé. Au cours des 50 dernières années, l'exploitation agricole et l'élevage ont envahi 75% de leur territoire. L'étau se resserre autour de ce peuple libre et généreux. Nubéa, Nubéa. Nubéa. Yes. Je poursuis mon chemin sur cette terre ravinée par les éruptions et les inondations qui ont sculpté au cours des siècles les perspectives de la vallée du Rift. Ma prochaine étape, Tarangire et l'immense écosystème de la steppe Maasai, le territoire des éléphants et des grands troupeaux d'herbivores. Le pays des chimpanzés est encore loin, très loin, tout au bout de ces plaines, de l'autre côté de cette vallée torturée. Je m'étais dit que peut-être je pourrais dormir ici ce soir, mais vu l'odeur, je pense que les chauves-souris ont eu la même idée. Donc je vais chercher un autre endroit. J'ai rejoint la vallée des baobabs, dont la taille semble défier celle des éléphants qui vivent ici, à Tarangire. Ici, les mangoustes et les kobs à croissants ne sont pas habitués à la présence des hommes. Même les pies grièches sont curieuses de ma présence. Il me reste encore pas mal de marche à faire avant d'atteindre la rivière Tarangire. Et déjà, les arbres commencent à étirer leur ombre, annonciatrice du crépuscule. Il n'est pas envisageable de marcher de nuit dans la savane. Je m'arrête au milieu de nulle part, ma tente restant quand même l'endroit le plus sûr. Dès 6 heures du matin, les premiers rayons du soleil vont chasser la brume qui recouvre la savane. C'est le moment idéal pour profiter du spectacle de la nature qui s'éveille. Les impalas ont passé la nuit à se cacher des prédateurs. Ils peuvent maintenant tranquillement partir à la recherche de nouveaux pâturages. Les vigies de la savane sont à leur poste. Dans ces hautes herbes, je suis ravi de rencontrer les girafes. De leur hauteur, ce sont de vraies sentinelles. Elles peuvent apercevoir tous les prédateurs aux alentours. Ça me rassure énormément de les avoir à mes côtés.
Il m'arrive souvent d'observer ces tisserands à l'œuvre dans les arbres. Mais j'avais jamais encore vu ça. Cette colonie s'est installée autour d'un marécage. Et ont construit leur nid tout en haut des herbes, probablement pour échapper à un de leurs principaux prédateurs, le serpent. Les animaux, en général, font toujours les choses pour une bonne raison. Ces zones marécageuses accueillent 550 espèces d'oiseaux, dont les élégants jabirous. C'est la fin de la saison sèche. Il fait très chaud, plus de 35 degrés. L'eau est devenue rare. Les animaux se sont mis en marche vers le seul cours d'eau permanent. Enfin la rivière que je cherchais. Tarangire, la rivière aux phacochères. Elle a donné son nom à cette région qu'elle traverse du nord au sud. C'est la source de vie de cet écosystème qu'elle nourrit en fonction de ses crues et décrues. Cette année encore, la saison des pluies se fait attendre. La rivière a atteint son niveau le plus bas. Si rien ne change, les animaux vont souffrir de la sécheresse. La rivière Tarangire est un lieu de rassemblement pour les éléphants. Ils y trouvent un peu de fraîcheur et de l'herbe en abondance. En sécurité auprès de sa mère et de ses tantes, cet éléphanteau âgé de moins d'1 an n'a pas encore saisi l'utilité de sa trompe. Tarangire possède la plus grande concentration d'éléphants au kilomètre carré au monde. Chaque flaque, chaque point d'eau est pris d'assaut. Les toutes dernières mares se sont transformées en stations de déparasitage et en bains de boue. Depuis un moment, j'entendais un bruit assourdissant qui ressemblait à un gigantesque essaim d'abeilles. En réalité, c'est une colonie de plusieurs centaines de travailleurs à bec rouge qui ont envahi cet immense acacia. En cette saison, les prairies de graminées offrent d'incroyables quantités de nourriture à ces oiseaux nomades. Les travailleurs à bec rouge se déplacent en colonies constituées de milliers, voire de centaines de milliers d'individus. Quel vacarme! Je poursuis ma quête vers l'ouest. La forêt des chimpanzés est située à 800 km à vol d'oiseau.
dans le massif de Gombe qui borde le lac Tanganyika. Ces montagnes sont les derniers remparts qui séparent les chimpanzés des hommes. Approcher nos lointains cousins se mérite. Je vais devoir crapahuter jusqu'à 1600 mètres dans la moiteur étouffante de ce royaume végétal, envahi de moustiques et de ronces. Ça y est, j'ai atteint le but de mon voyage. La forêt des chimpanzés. Et devant moi, le lac Tanganyika. Il s'est formé il y a 20 millions d'années. Aussi vaste que la Belgique et long de 650 km, c'est avec le Baïkal le plus long lac d'eau douce au monde. Ses rives arrosent les frontières de 4 pays. Au sud, la Zambie. En face de moi, la République démocratique du Congo. Et tout au nord, le Burundi. J'ai devant mes yeux 18% de l'eau douce de la planète. Toute cette eau s'est accumulée au cours du temps dans une faille du Grand Rift, profonde de 1700 mètres. En Tanzanie, moins de 1000 chimpanzés ont survécu à la pression humaine et à la disparition de leur habitat. Dans cette forêt épaisse, la canopée forme un couvercle végétal qui rend l'atmosphère écrasante. La chaleur y est intense. Les montagnes de Gombe sont l'un des tout derniers sanctuaires où les chimpanzés sont encore en sécurité. Leur population est estimée à environ une centaine d'individus seulement. Ils se déplacent quotidiennement à la recherche de nourriture. Alors je pense que la rencontre avec l'un de ces primates ne sera certainement pas le fruit du hasard. Le taux d'humidité flirte avec 90%. Ces conditions ont favorisé le développement d'une végétation dense et luxuriante. Jusqu'à présent, aucun signe de la présence des chimpanzés. J'ai déjà rencontré des babouins dans des tas de circonstances, mais jamais dans celle-ci. Les babouins ici sont extrêmement relax, mais je sens instinctivement qu'il vaut mieux éviter le contact des yeux. Donc lorsqu'on est vraiment très proche, je baisse le regard pour éviter d'engendrer le défi. Je sais que l'ennemi héréditaire du babouin, c'est le léopard. D'ailleurs, les babouins ont des canines extrêmement longues, capables d'infliger une morsure terrible, voire mortelle. Ils me considèrent comme faisant partie de cette jungle.
C'est tout à fait unique comme rencontre. Je viens d'entendre des cris au loin. Je sens que je m'approche de mon but. Il va maintenant falloir ouvrir l'œil. C'est incroyable, mon premier chimpanzé. C'est une femelle. Je ne l'avais même pas repérée. Elle vient de descendre de son nid, qu'ils ont l'habitude de faire en haut de la canopée pour se reposer. Elle attend son petit qui est encore dans le palmier là-haut. Dès qu'ils remontent dans la canopée, ils deviennent complètement invisibles. Après plusieurs heures de marche, je vais faire une rencontre inespérée et chargée d'espoir pour l'avenir de cette espèce. Ce bébé doit avoir à peine une quinzaine de jours. Il va rester dans les bras de sa maman pendant 6 mois et ne les quittera pas avant sa 7e année. C'est un moment magique. Je pourrais rester des heures à leur côté, mais je préfère respecter leur tranquillité. Le soleil va bientôt disparaître. Les moustiques vont se réveiller et envahir la jungle. Les plages désertes du lac Tanganyika offrent un peu de fraîcheur et de quiétude. C'est l'endroit idéal où passer la nuit. Dès l'aube, je repars sur la trace des chimpanzés. Il fait déjà très chaud. Je me demande ce qui a bien pu provoquer la fuite de ces singes dans la canopée. Les chimpanzés sont partis à la chasse. Ils viennent d'attraper un singe bleu, le petit d'une femelle. On a entendu au loin l'appel de la maman, mais c'est déjà trop tard.
On a longtemps cru les chimpanzés végétariens, mais en réalité ils sont omnivores. Quand l'occasion se présente, ils n'hésitent pas à s'attaquer à de petits primates, des cochons sauvages ou des babouins. L'air de rien, ces primates sont dotés d'une force 4 fois supérieure à la nôtre et peuvent être imprévisibles. Je l'avais absolument pas vu venir. Ils sortent de nulle part. Des fois, j'ai l'impression de savoir où ils vont, et puis la plupart du temps, en fait, j'en sais rien du tout. Les chimpanzés vivent en communauté territoriale. Le rituel quotidien de l'épouillage est bénéfique à plus d'un titre. Il permet de se débarrasser des peaux mortes et des parasites, mais également de resserrer les liens entre les individus, de diminuer le stress et de prendre un peu de plaisir. Il y a cette question qui me vient à l'esprit. Qui est l'homme? Qui est l'animal ici? Mais le plus fascinant, c'est lorsque nos regards se croisent. Ils ont une telle profondeur dans leur regard que c'en est presque mystique. Les chimpanzés possèdent un ADN identique au nôtre à 98% et nous ressemblent sur bien des points. Comme nous, leurs mains possèdent 4 longs doigts et un pouce opposable. Mais contrairement aux humains, leurs pieds sont conçus comme leurs mains. Dans cette jungle semée d'embûches, les chimpanzés ne sont pas faciles à repérer. Je préfère emprunter les ruisseaux moins encombrés par la végétation, pendant qu'eux se déplacent aisément de branche en branche. En réalité, j'ai l'impression que ce sont eux qui m'ont trouvé. À 20 mètres du sol, un jeune équilibriste cherche des friandises, quelques termites ou des fourmis. Pour sa mère, l'heure est venue de préparer un nouveau nid. Un matelas de branches fraîches pour profiter de sa liberté, loin de la folie des hommes.
La mère doit maintenant convaincre son petit d'aller se coucher. Maintenant, il est temps pour moi de reprendre ma route. Je vais les laisser mener leur vie tranquillement. Ici, ils ne risquent rien. Les hommes ne viennent que rarement dans ces montagnes.